Smart et réglo avec Amélie Angèle Dinger. Je l'ai bien dit ? Parfait. Voilà, parce que vous étiez venu sur mon plateau là quelques semaines et puis j'avais un peu écorché votre nom. Vous êtes avocate, Amélie, en droit social au cabinet PDGB. Vous êtes votre cabinet est une habituée de notre rubrique. On s'intéresse aux maladies professionnelles et aux conséquences des maladies professionnelles. D'abord, juste pour essayer de bien border, ça existe dans le Code du travail depuis fort longtemps, la crise Covid, quel est son impact sur cette notion de maladie professionnelle ? On peut faire valoir, alors qu'on a eu le Covid, la notion de maladie professionnelle. Il y a eu des Covid longs, on a vu des gens qui avaient des séquelles très longues. Est-ce qu'on peut l'imputer à une maladie professionnelle ? Alors oui, bonjour déjà Arnaud. Effectivement, alors juste pour un peu cadrer les débats, la maladie professionnelle, c'est quoi pour enchaîner sur le Covid-19 ? C'est important. En fait, c'est une maladie qui va être la conséquence finalement de l'exposition du salarié à un risque inhérent à l'exercice de ses fonctions. Et effectivement, la question s'est posée lorsque l'on est confronté finalement à ce Covid-19 dans l'exercice de ses fonctions, est-ce que ça peut être considéré comme maladie professionnelle ? Oui. Et on a un décret du 14 septembre 2020 qui a répondu finalement à cette question, qui a intégré, parce que on a un tableau finalement, une nomenclature par arrêté, voilà. Oui, hein. On va avoir un tableau avec les maladies professionnelles qui vont être reconnu comme tel, une présomption finalement de reconnaissance de maladie professionnelle. Et le Covid a été intégré par ce décret, tableau numéro 100 pour ceux qui connaissent, intégrer le Covid comme maladie professionnelle, une présomption, à partir du moment où on a 3 conditions qui sont remplies. C'est-à-dire, d'une part, lorsque le Covid s'est déclaré dans l'exercice de ses fonctions, c'est important, le lien avec l'activité professionnelle. Difficile de le savoir. Effectivement. Et puis, on a le deuxième point. Alors, tout ce qui est finalement les soignants ou ces personnes finalement qui sont confrontées en permanence au Covid-19, eh bien, forcément, ça va être assez facile finalement de reconnaître la maladie professionnelle. Le deuxième point, c'est d'avoir fait des analyses. Évidemment, biologiques, scanner ou finalement un historique clinique qui permettrait d'établir finalement le Covid-19. Et un point aussi important, c'est d'être soit sous oxygène, soit d'avoir été ventilé. Exactement, pour pouvoir reconnaître la maladie professionnelle. Donc c'est inclus, mais il y a évidemment des caractères restrictifs, enfin des règles précises qui cadrent tout cela. Quand la maladie est reconnue, selon cette nomenclature, elle est reconnue maladie professionnelle, quelles conséquences cela a sur la vie du salarié ? Alors, évidemment, ça impacte l'état de santé, c'est sûr. Et puis, un deuxième point, ça va aussi impacter niveau financier. Ça va avoir un impact financier. Alors, d'une part, on va avoir une prise en charge à 100% de tous les actes médicaux. On va avoir aussi des indemnités journalières qui vont être plus élevées qu'une simple maladie. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle un taux d'incapacité permanente ou partielle ou totale. Décidé par un médecin expert. Par la CPAM. La CPAM. Exactement. Et en fonction, et si on prend par exemple un exemple d'un salarié qui va avoir un taux d'incapacité inférieur à 10%, on va être sur un capital qui va être alloué par l'employeur, qui sera par exemple 9%, 4 200 € qui sera à la charge, in fine, de l'employeur. Autre exemple, si on est sur un taux d'incapacité, par exemple, à 79%. C'est pas mal, c'est beaucoup. Qui est énorme, oui. Qui, pour un salarié qui touche annuellement 50 000 €, on va avoir là, non pas sous forme de capital, mais sur rente annuelle, 28 500 € à la charge, encore une fois, de l'employeur. Donc, l'impact est très important pour l'employeur. Une question pratique, maladie professionnelle reconnue, l'entreprise évidemment doit mettre la main au portefeuille. Parfois il arrive que des salariés puissent continuer malgré tout à avoir une activité professionnelle, ils ne sont pas toujours en incapacité totale. Alors ça, on est sur finalement après consolidation de l'état de santé du salarié. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il peut revenir mais dans des conditions particulières. Alors attention, oui, il peut revenir si visite médicale il y a eu. Visite de reprise, il y a eu. Reprise par le fameux médecin de la CPAM. Médecin du travail. Médecin du travail qui l'autorise à reprendre le travail. Effectivement. Donc soit il est déclaré finalement apte à exercer son métier, soit il est déclaré
inapte. Et là, on va être sur un autre terrain, celui de l'inaptitude, où on va avoir des conséquences, notamment avec la reconnaissance de la maladie professionnelle. Puisque le caractère professionnel, s'il est reconnu et qu'on va avoir une inaptitude, eh bien, le Code du travail, justement, va nous indiquer que les indemnités, par exemple, sera doublées en cas de licenciement. Donc, on va avoir aussi, finalement, sur le pan droit du travail, et non plus uniquement sur cette sphère sécurité sociale, un impact qui est considérable aussi pour l'employeur. Justement, j'allais vous poser cette question, ce sera notre dernière partie. Les impacts financiers, alors vous les avez évoqués, évidemment, c'est à la charge de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, un peu comme pour les maladies professionnelles, elle a des taxes supplémentaires lorsque on découvre qu'elle a beaucoup de salariés? Je pense à l'accidentologie, mais là, est-ce que sur les maladies professionnelles, c'est la même chose? Alors effectivement, on est sur la maladie professionnelle va avoir un impact sur ce qu'on dit le taux AT-MP, le compte employeur. Alors à ceci près, dans le cadre du Covid, il faut savoir que c'est un coût qui va être mutualisé entre les entreprises. C'est ce qui a été notifié par arrêté en octobre 2020. Comment savoir? Oui. Voilà, effectivement. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de mutualiser finalement le coût de cette maladie professionnelle. Mais pour le reste, effectivement, ça a un impact considérable sur le taux, le compte employeur. En matière de conseils aux employeurs, qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce qu'il y a des secteurs d'activité où on sait qu'il y a à la fois un taux d'accidentologie, mais aussi un taux de maladie professionnelle dans des secteurs exposés à des produits chimiques. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise? Effectivement, et puis alors, produits chimiques, mais aussi tout ce qui est risques psychosociaux qui se développent de plus en plus. Directement lié au Covid, d'ailleurs. Effectivement. Et donc ça, il faut mettre en place au sein de l'entreprise des mesures pour préserver finalement la santé et la sécurité de ses salariés, notamment qui passent aussi par le biais des formations qui sont très importantes pour finalement apporter aux salariés des notions, finalement les sensibiliser sur ces types de maladies. Et prouver que l'entreprise, si je peux me permettre, a bien mis en place des mesures pour garantir la sécurité, qui est une règle élémentaire. Voilà, et éviter derrière un contentieux en faute inexcusable. C'est ça. Parce que le salarié pourra considérer que sa maladie est directement liée aux conditions de travail parce qu'il a été exposé anormalement, on est d'accord? C'est ça, que l'employeur avait connaissance du danger. Mais qui ne lui a pas donné. Bien fait pour pouvoir pallier à ce danger. Évidemment, on pense à l'amiante, enfin, je veux dire, on pense à ce débat, à cette affaire de l'amiante, mais il y a d'autres sujets, d'autres matières chimiques, par exemple, qui sont excessivement dangereuses. Effectivement. Par rapport à l'amiante, alors c'est un point qui est assez intéressant. Pourquoi? Alors on a parlé de la faute inexcusable. Finalement, le salarié qui va se voir reconnaître une maladie professionnelle va être indemnisé de manière forfaitaire. Et pour pouvoir être finalement indemnisé pour les préjudices réellement subis, donc on a cette histoire de faute inexcusable qui peut engager. Et pour le cas particulier de l'amiante, justement, eh bien, les pouvoirs publics ont mis en place un fonds de garantie parce que finalement, les salariés qui ont été confrontés à l'amiante ont eu des préjudices beaucoup plus importants que certaines autres maladies. Et donc, le fonds de garantie va venir finalement pouvoir réparer. Les aider. Voilà, réparer les préjudices. L'État est intervenu. Merci Amélie Angèle Dinger, avocate en droit social au cabinet PDGB. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le nudge. Non. Vous ne connaissez pas? Non. C'est l'occasion d'écouter la chronique de Fanny Griesmer. Elle a toujours un ou deux petits mots en anglais cachés comme ça dans sa poche. Elle va nous présenter qu'est-ce que c'est le nudge. Elle nous explique tout. C'est la pause café.